tous, bienvenue pour ce H de Breakfast du 19 juin. Donc, je suis Elodie Boileux, responsable du programme Bretagne Hydrogène Renouvelable et je suis ravie de vous proposer ce webinaire d'information concernant l'hydrogène, donc, qui est proposé par l'Agence de développement économique Bretagne Next dans le cadre du projet et du programme Bretagne Hydrogène Renouvelable. Alors aujourd'hui, nous allons vous partager quelques informations concernant la filière, mais également donner la parole à des acteurs qui nous permettent d'avancer sur les projets européens ou hydrogène, ou tout simplement d'en savoir plus sur soit les sujets croisés des EMR et l'hydrogène ou de la mobilité hydrogène. Donc, nous allons tout d'abord donner la parole à Guillaume Guézelou, chargé de projet Europe au sein de Bretagne Next, qui nous parlera en particulier du réseau européen EEN et de ses opportunités. Ensuite, nous aurons le plaisir de donner la parole à Marie Robert, qui est ingénieure R&D chez France Énergie Marine. Et Marie pourra nous faire une présentation des activités de France Énergie Marine et également une présentation plus précise du dernier projet, Océane Hydrogène W, H2W comme vous l'appelez, qui nous donne à voir sur les coûts de l'hydrogène liés aux activités offshore. Et pour terminer les présentations de ce matin, nous donnerons la parole à Jean-Luc Papon, chargé de développement chez GCK Mobilité, et qui nous présentera donc les solutions de mobilité qui sont proposées, donc mobilité plutôt terrestre, qui sont proposées par GCK. Voilà, donc démarrons ce matin par quelques informations générales. Tout d'abord, notre actualité de la semaine prochaine, cela va être la journée recherche qui est organisée par donc le GT, groupe de travail recherche Bretagne, donc qui est animé par l'association ERH2 avec l'appui de l'Université Bretagne occidentale et également de l'Agence Bretagne Next et de la région Bretagne. Donc, cette journée du 24 juin à Brest permettra d'avoir un panorama franchement assez complet des travaux de recherche en cours au niveau de la Bretagne. Je pense que là, on aura une vision globale. On part des sciences sociales, du droit, et on va bien entendu vers l'électrolyse, le stockage de l'hydrogène, toutes les thématiques liées aux matériaux et procédés, avec bien sûr des focus tels que la motorisation combustion interne. Donc voilà, un état de l'art assez complet. On est absolument ravis de vous retrouver à cette occasion à Brest. Il y aura des interventions, mais il y aura aussi des présentations de posters. Ce que vous pouvez retenir sur cette journée, c'est que en fait, le fil rouge, c'est de répondre à une question, c'est en quoi la recherche bretonne est aujourd'hui apte, capable de répondre aux enjeux de compétitivité, de baisse des coûts de la filière hydrogène en Bretagne, avec des solutions d'optimisation des process, de moindre dépendance à la criticité des matériaux, ou tout simplement le fait d'investiguer des voies émergentes de production de l'hydrogène. Donc, rendez-vous le 24 et au plaisir d'échanger avec vous à cette occasion. Un autre rendez-vous qui va vous être proposé, c'est un petit peu plus tard, le 9 juillet, ce sera à Rennes. Là, c'est notre rencontre filière hydrogène organisée par l'agence, comme chaque semestre. Notre focus spécial lors de cette rencontre, ce sera la mobilité hydrogène. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a de nombreuses entreprises intervenantes qui, bien entendu, auront pas mal de sujets à nous présenter sur ces solutions de mobilité, de tables rondes, de conférences qui permettront des échanges assez riches, d'une part autour des solutions de mobilité hydrogène, où on questionnera bien sûr les véhicules, mais aussi les questions de maintenance et de coût TCO, et d'autre part, une table ronde qui questionnera l'avitaillement de l'hydrogène, dont sa distribution et la disponibilité de la molécule. Donc, nous sommes accueillis par les closers à cette occasion, que nous remercions, et nous aurons aussi, c'est à noter, le plaisir bien sûr d'avoir la participation de France Hydrogène, avec notamment Yann-Eric Starlander, qui interviendra dans le cadre de la rencontre donc de la délégation France Hydrogène.
J'avance un petit peu pour vous rappeler l'appel à manifestation d'intérêt concernant l'hydrogène et le bio-GNL qui a toujours cours, qui se terminera à la fin de ce mois. Et donc, on abordera aussi cette AMI à l'occasion du 9 juillet. Pour rappel rapidement, l'objet de l'AMI, c'est de nous permettre d'avoir une visibilité sur vos besoins en hydrogène et en bio-GNL pour, alors dans l'Interland, au niveau plutôt de l'Interland de Brest, étant donné que Brest Port donc, est partenaire de cette démarche d'appel à manifestation d'intérêt. Et l'objectif, c'est tout simplement d'apporter de la visibilité marché pour pouvoir derrière monter une logique d'écosystème. Je vous rappelle, alors là vous n'aviez pas eu cette information, mais c'est un petit focus, étant donné qu'on était vraiment sur la thématique recherche, là, avec notre journée recherche du 24 juin qui arrive. C'est l'occasion de vous faire un petit focus sur un appel à projet pour des équipements scientifiques structurants qui est porté par la région Bretagne. Alors ça arrive vite, c'est la date limite du 30 juin, mais c'est important de le noter. La région continue bien sûr de soutenir la recherche en Bretagne, donc via notamment cette proposition d'équipements scientifiques structurants. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder de plus près cet appel à projet. Et je profite également de ce webinaire pour vous rappeler les appels à projets en cours de la région Bretagne pour aider des démonstrateurs d'usage maritime, d'usage terrestre et également de production et de conditionnement. Votre contact sur ce sujet, c'est Maximilien Lemaine, que vous connaissez. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé ou si vous souhaitez en savoir plus, à l'indiquer dans le chat. Il est en ligne et pourra revenir vers vous. Autre point aussi concernant les appels à projets en cours, celui Smart Port, que l'on vous avait partagé, qui court lui un petit peu plus loin jusqu'en décembre, contrairement aux AAP que je vous ai montré précédemment, donc là c'était octobre, là c'est décembre, vous avez un peu plus de temps et vous pouvez donc vous rapprocher de la région pour savoir si votre projet rentre dans le cadre donc, de la réduction des consommations d'énergie et pilotage des énergies renouvelables pour les zones portuaires. Voilà. J'ai terminé sur ces informations générales de la filière et je vais donc céder la parole à Guillaume Guézelou, qui est chargé de projet Europe au sein de l'agence Bretagne Next. Et donc, je t'en prie, Guillaume, présente-nous les opportunités du réseau EEN pour les acteurs de l'hydrogène en Bretagne. Bonjour à tous. Pour commencer, en fait, j'ai identifié un appel à projet qui a été lancé dans le cadre du projet européen IHMIE, donc Interregional Hydrogen Mobility Initiative for Europe. C'est un projet qui fonctionne sur le mode du cascade funding et qui vise à accélérer l'adoption de l'hydrogène dans le cadre de la mobilité. Et pour ce faire, ils ont identifié 6 challenges spécifiques que j'ai listés sur le slide. Donc, la réduction des coûts des filières combustibles, les infrastructures de rechargement, les solutions de stockage, les solutions de distribution, les enjeux supply chain et puis l'intégration de l'hydrogène aux autres solutions de mobilité. Donc, il y aura 30 projets qui vont être sélectionnés et pour pouvoir bénéficier du cascade funding. Et à côté du soutien financier, il y aura aussi une mise à disposition de mentoring de la part des membres du consortium, une assistance technique pour valider les solutions, pouvoir trouver des sites de test. Les projets devront s'étaler sur 12 mois, du 1er janvier 2027 jusqu'au 31 décembre. Et l'objectif, c'est donc de démarrer avec un TRL 6, l'appel est très clair, et de viser un TRL 9, ou en tout cas au moins de vraiment avancer largement dans la chaîne de l'innovation. L'aide peut aller jusqu'à 60 000 € uniquement pour des PME. Ça, c'est important de le souligner. Et les PME peuvent candidater en consortium jusqu'à 3. Et donc, dans ce cadre-là, le montant de l'aide se cumule. Donc, si on a 3 PME, on peut aller jusqu'à 180 000 € d'aide. Ce qu'il faut préciser malgré tout, c'est que les PME issues des régions les moins développées seront avantagées dans différents critères de notation.
Et donc, à ce titre-là, on peut que suggérer aux acteurs bretons de se mettre en consortium avec des acteurs qui sont issus d'Europe centrale orientale, de la Grèce, du Portugal, du sud de l'Espagne, de l'Italie et des Outre-mer. Pour ce faire, les candidatures pourront être déposées tout au long de l'été jusqu'à la fin du mois de septembre sur une plateforme dédiée. Alors, pour ce qui est de l'identification des partenaires, en fait, le réseau EN peut vous accompagner. Pour rappel, en fait, le réseau EN, c'est un réseau financé par la Commission européenne pour accompagner l'internationalisation et l'innovation des PME. Il rassemble plus de 3000 organisations, dont Bretagne Next, qui sont réparties dans plus de 60 pays. Donc, ça permet d'avoir à la fois une expertise locale et internationale. Il y a un je ne sais pas si ça vient de moi ou pas. Je ne sais, il y a un petit écho effectivement quand tu parles, Guillaume. Je ne sais pas si les gens l'entendent, quand moi je m'exprime. Donc, je vois dans le chat que les gens l'entendent aussi, mais bon, je vais continuer. Donc, en fait, l'intérêt de EEN, c'est que on est organisé à l'intérieur du réseau en groupes sectoriels et thématiques, ce qui permet en fait d'être directement en contact avec les membres du réseau qui vont avoir les mêmes centres d'intérêt que nous. Et c'est-à-dire que si on est sollicité sur un sujet qu'on ne maîtrise pas forcément, on est en mesure directement en fait de contacter les personnes qui sont pertinentes. Je vous ai mis sur le slide 3 exemples de raisons, d'annonces qui ont vraiment été postées à travers le réseau pour vous donner un petit peu une idée de ce pourquoi est-ce que le réseau peut faire la différence. Donc le premier, c'est l'exemple d'une compagnie finlandaise qui explique, voilà, on a telle solution qui est capable de faire telle chose et on cherche des partenaires pour un déploiement au Japon et en Europe. Le deuxième exemple, c'est un institut de recherche espagnol qui a une expertise dans un domaine et qui cible précisément un appel européen pour rejoindre un consortium. Et le dernier, c'est une annonce qu'on a publiée il y a quelques semaines pour un plateau technique d'une université bretonne, où il s'agit en fait de mettre en avant les capacités qu'ils ont pour effectuer des tests sur leur plateau technique, en ciblant un appel, mais sans y être forcément limité. Et cette annonce-là, elle a déjà mené quasiment à 5 mises en relation avec des acteurs. Donc, en fait, l'intérêt, en fait, c'est que ces annonces-là, elles sont vues et reçues par des conseillers qui connaissent déjà un peu les enjeux et qui connaissent aussi leur écosystème et donc qui peuvent faire le relais beaucoup plus facilement. Donc, l'enjeu, en fait, vraiment, c'est de bien calibrer l'annonce telle qu'elle est postée, donc en se présentant de manière objective, parce que on n'est pas sur une démarche commerciale, c'est pas de la publicité. Vous allez vous adresser à vos pairs, à des entreprises qui travaillent sur les mêmes enjeux techniques que vous. Donc, il ne faut pas hésiter à aller vers une annonce qui soit assez technique et bien montrer, en fait, sur ces enjeux techniques, quelles sont vos compétences, ce sur quoi est-ce que vous êtes capable de faire la différence, mais aussi ce pourquoi est-ce que vous avez besoin de partenariat, ce que vous cherchez en fait, et la raison pour laquelle vous souhaitez vous faire connaître et être identifié pour coopérer avec d'autres acteurs. Donc voilà, et puis je vous ai mis en fait la structuration de chacune de ces annonces pour vous donner une idée. Donc c'est en fait à la fois une description en fait de ce que vous êtes capable de faire, ce que vous cherchez, les avantages et l'innovation que vous proposez ou vous poursuivez, des spécifications qui sont assez techniques sur ce sur quoi vous travaillez, les éléments de recherche, les éléments d'expertise que vous recherchez, le niveau de développement auquel vous êtes, et puis le rôle que vous attendez du partenaire que vous cherchez à identifier. Voilà, c'est tout pour moi, et pardon pour l'écho si ça venait de moi. Merci Guillaume. Donc on retient en tout cas, merci pour cette présentation. Donc on retient bien que le service Europe de Bretagne Next identifie des opportunités à l'Europe
Donc ça, c'est clair. Ces opportunités pour les répondre sont parfois liées, et même souvent, à la nécessité de monter des partenariats avec des partenaires européens que vous êtes à la fois apte à identifier, nous aider à identifier quand on est une entreprise, mais aussi vous pouvez faire la promotion sur le réseau EN des entreprises, des acteurs bretons, en les aidant à rédiger leur fiche d'identité pour que, voilà, trouver des partenaires, voire tout simplement créer des opportunités ex nihilo. Donc ça, c'est vraiment important. À retenir aussi, vous pouvez regarder pour répondre, qualifier la réponse avec les partenaires et les accompagner aussi dans cette étape de réponse à l'appel à projet. Donc voilà, identification, aide pour trouver les partenaires et aide pour la réponse. Donc on te contacte si on est intéressé ou si on a un besoin spécifique concernant l'Europe et pour les opportunités européennes. Exactement. Super, merci beaucoup Guillaume. Écoutez, sans plus attendre, je vais donner la parole à Marie Robert, donc ingénieure chez France Énergie Marine. Et Marie, donc l'idée c'est de faire un petit point sur les activités globalement de France Énergie Marine et aussi ce beau projet qui arrive, modélisation des coûts hydrogène et offshore. Bonjour, merci, bonjour à tous. Du coup, ce que je propose aujourd'hui, effectivement, c'est de faire un petit focus sur un outil qu'on a développé depuis 5 ans maintenant à France Énergie Marine, qu'on a appelé Ocean H2 Wind pour hydrogène et vent. Du coup, je vais faire ça en 2 parties. Une partie pour vous parler un peu du contexte du développement de l'outil et puis une partie sur plus de présentation de l'outil en lui-même. Peut-être un petit mot avant, je n'ai pas fait de slide dédié à ça, mais France Énergie Marine, donc c'est un institut de transition énergétique, un ITE. Donc on est une structure privée qui fait de la recherche pour les acteurs de l'éolien offshore et avec les acteurs de l'éolien offshore. Donc on développe des projets collaboratifs qui mêlent des industriels, des académiques et des PME et d'autres types de structures aussi. En lien avec les territoires, dont la région Bretagne, qui a été très impliquée dans le projet OFARM 2 qui a mené au développement de cet outil. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'on a développé cet outil à l'origine ? Parce qu'on a identifié qu'il y avait peut-être une opportunité sur le fait de produire de l'hydrogène en mer. Les raisons globales, c'est que c'est l'environnement offshore, c'est un endroit où il y a pas mal de place et pas mal d'énergie. Et donc, potentiellement, ça peut devenir un enjeu de souveraineté, quoi, de pouvoir d'être capable d'exploiter les ressources d'endroits loin. Ça peut permettre, si on veut exploiter des zones de parcs éoliens offshore très grandes, donc plusieurs gigawatts, c'est-à-dire 5, 6 fois, 10 fois Saint-Nazaire, ça peut engendrer des congestions sur le réseau. Et donc, l'idée, c'est que le fait de passer certains parcs en production d'hydrogène offshore pourrait permettre aussi de limiter les problèmes de congestion réseau plutôt que de tout ramener l'électricité à terre, puis faire l'électrolyse à terre. Il y a un autre avantage à être en mer, c'est qu'on a de l'eau à proximité, il faut quand même la dessaler, mais en tout cas, pour des régions où il y aurait un stress hydrique, ça peut devenir le cas. Et je crois que la Bretagne est en ce moment, je ne sais plus si le mot stress hydrique est le qualificatif exact, mais disons que il peut y avoir assez rapidement des tensions sur les ressources en eau. Donc, même en Bretagne, ça peut être un sujet. Et puis, c'est aussi un endroit où on a de la place pour développer les parcs éoliens, mais aussi de la place pour développer des parcs d'électrolyse, parce que si on veut faire des parcs d'électrolyse grands, et ben, ça prend pas mal de place, et les sites à terre, ils ne sont pas non plus infinis pour mettre ça, avec aussi des oppositions qu'il peut y avoir. Après, il reste aussi quand même quelques challenges. Le coût, on le mentionnait tout à l'heure, ça reste un challenge important, et l'idée de l'outil, c'est d'essayer justement de pouvoir travailler sur cet aspect-là. Pouvoir notamment choisir le bon dimensionnement des infrastructures à chaque étape de la chaîne,
Et puis, voir aussi comment est-ce qu'on gère l'intermittence, le vieillissement et l'opération et la maintenance. Cet aspect-là est un peu moins... Côté intermittence, on l'aborde dans l'outil, mais les deux autres aspects, ça n'a pas été vraiment le centre de notre recherche. Après, il y a tout ce qui concerne aussi les impacts environnementaux, parce que si on se met à produire de l'hydrogène en mer, ça veut dire qu'on va rejeter potentiellement de l'eau chaude, de l'eau salée, des traitements chimiques qu'on va appliquer sur nos électrolyseurs ou sur nos circuits d'eau. Et donc, ça peut avoir un impact. Et donc, plutôt que d'attendre qu'on vienne nous le demander, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'anticiper ces problèmes pour voir quelle est leur hauteur et voir comment on peut mitiger. Et puis ensuite, il y a toute la question d'intégrer une telle production d'électricité, d'hydrogène, dans la production d'énergie globale, électricité et hydrogène d'un territoire. Donc, avec ce constat-là, on s'est dit, OK, il y a une opportunité pour le secteur, mais il y a des choses à creuser. On a envie de se doter d'un outil qui nous permette de comprendre par nous-mêmes et sur lequel un outil relativement simple, on va dire, mais qui permettent d'explorer pas mal de solutions. Donc, les questions auxquelles on a voulu répondre, c'était est-ce qu'il vaut mieux faire l'électrolyse onshore ou offshore ? Si on est offshore, est-ce qu'il vaut mieux être sur le réseau ou hors réseau ? Est-ce qu'il vaut mieux faire des stratégies mixtes avec une priorité sur l'électricité ou une priorité sur l'hydrogène ? Ou bien est-ce qu'il vaut mieux dédier sa ferme 100% à la production d'hydrogène ? Dans chacun des cas, quel est le coût estimé de production ? Et puis, quelle est l'échelle, quelle taille d'électrolyseur il va falloir mettre pour une puissance donnée de ferme, quoi. Et comment est-ce qu'on peut transporter. Donc, on a dessiné un certain nombre de configurations qui sont expliquées là sur les petits diagrammes où on voit de la production onshore, donc où en rouge c'est l'électricité, en vert c'est l'hydrogène. Donc là, on est dans des schémas plutôt classiques, on va dire, où on fait l'électricité comme d'habitude dans les fermes éoliennes offshore et on le ramène à terre et ensuite on voit ce qu'on en fait. Et puis des schémas où on fait la production offshore ou bien en centralisé, c'est-à-dire avec des électrolyseurs qui sont sur une plateforme au milieu de la ferme offshore, ou bien en décentralisé avec des électrolyseurs qui vont être dans chaque éolienne. Et puis après, il y a des solutions avec du pipe ou du navire. Donc cet outil-là, on l'a développé, comme je disais, dans le cadre de 2 projets collaboratifs, OFARM 2. L'idée qui est derrière OFARM, c'était vraiment faire une analyse et construire un peu une feuille de route aussi de quels sont les enjeux pour le secteur de l'éolien offshore en termes de production d'hydrogène, quel intérêt ça peut avoir pour ce secteur et quelles sont les actions importantes à mener pour le faire émerger si on le souhaite. Donc, comme je vous le disais, c'est vraiment un mix d'acteurs à la fois académiques, industriels et de PME avec qui on a collaboré étroitement pendant ces 5 ans, notamment pour le développement de cet outil. Le premier projet était vraiment centré sur le développement de l'outil. Le second, il y a eu d'autres aspects qui ont été aussi développés de façon forte, mais on a continué à l'alimenter et surtout, on a développé une interface graphique pour qu'il puisse être accessible à des acteurs qui ne font pas forcément des lignes de commande et puis qui soient relativement faciles à prendre en main. On a utilisé l'outil dans le cadre du projet pour faire une évaluation du potentiel de production sur différentes façades maritimes françaises. Et la conclusion, c'était que moyennant un déploiement de fermes qui va au-delà des ambitions actuelles, et je ne parle même pas juste des récentes annonces sur les appels d'offres 9 et 10, mais même des plans 2050, on pourrait adresser, avec la place qu'il y a offshore, on pourrait adresser à la fois le besoin en électricité tel que RTE l'a défini, qui vise à couvrir environ 16% des besoins dans le scénario N2, et en même temps produire des quantités très significatives d'énergie de l'ordre de 900 kilotonnes, c'est-à-dire l'équivalent de la consommation actuelle française. Dans ce cas-là, les scénarios qui nous ont permis de couvrir ces besoins, il y a 50% de la production d'hydrogène qui se fait dans la zone atlantique.
L'autre type d'analyse qu'on a pu faire, c'était de regarder à ce moment-là, dans des configurations à l'échelle des façades maritimes françaises où on produit à la fois de l'électricité et de l'hydrogène, où sont les fermes électriques, où sont les fermes hydrogènes. Les fermes électriques sont proches des côtes, les fermes hydrogènes sont loin des côtes. Je donne les conclusions un peu de façon rapide, mais si vous avez des questions, on peut y revenir après. Et puis l'autre chose que le permet l'outil, c'est de descendre à pas de temps horaire, parce on fait des simulations à pas de temps horaire. Et donc du coup, on peut avoir des analyses à la fois saisonnières et diurnes, on va dire. Et donc là, le petit graphique qu'on voit ici, il fait apparaître sur l'axe des abscisses les mois de l'année qui défilent, avec janvier pour commencer. Et puis sur l'axe des ordonnées, on a les heures de la journée. Et donc là, c'est le productible hydrogène dans une ferme éolienne qui fait de l'ordre de 1 gigawatt, qui est 100% dédiée à de la production d'hydrogène. Quel est le productible hydrogène sur l'année suivant les heures de la journée? Donc ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un fort, dans une zone atlantique, il y a un fort marqueur saisonnier, on produit plus l'hiver que l'été. Et puis, il y a aussi l'été, il y a un fort marqueur diurne, c'est-à-dire qu'à midi, il n'y a pas de vent. Et donc ça, c'est ce type d'analyse, le graphique, il permet de le faire pour tous les endroits où on a une série temporelle de vent. Et ça peut aussi favoriser l'hybridation avec d'autres sources d'énergie, parce que quand on voit ce graphique, si on fait le même pour du photovoltaïque, on voit bien que ça peut être complémentaire. Donc c'est vraiment le type d'outil et d'analyse qu'on a développé. Pour ce qui concerne du coup l'outil, globalement, il fonctionne de la façon suivante. On va se définir un scénario de ferme avec une puissance de ferme, un nombre d'éoliennes, un régime de vent, une distance à la côte. On va définir où on place nos électrolyseurs dans la ferme, à terre, dans les éoliennes, sur la sous-station. On va définir nos moyens d'export. Et puis ensuite, on va adosser à ça une base de données de coûts. Donc dans l'outil, un travail qui est important qui a été réalisé via les projets, c'est qu'on a une base de données de coûts par défaut, qui sont des coûts qui viennent principalement de la littérature, mais qui ont été revus par l'ensemble des partenaires industriels. Et donc ces données de coûts sont des données de coûts qui sont fournies de base avec l'outil. Et après, chacun est libre d'éditer toutes les variables sur lesquelles il va avoir un avis critique, où il va pouvoir avoir il estime qu'il va pouvoir avoir une meilleure donnée, il va pouvoir mettre sa donnée. Mais au moins, si on n'a pas la donnée, il y a déjà une base qui a été revue, qui s'appuie sur la littérature et qui a été revue par un panel d'acteurs du secteur. Et donc, du coup, on va croiser notre scénario de ferme avec cette base de données de coûts et ça va nous donner des indicateurs à l'échelle de la ferme en termes de productible hydrogène envisageable par an, en termes de LCOH, donc coût de revient de l'hydrogène, et puis avec aussi, donc, comme je disais, des séries temporelles, des différentes variables. Donc, on va pouvoir voir dans le pipe, heure par heure, qu'est-ce qui circule, à la sortie des éoliennes, heure par heure, qu'est-ce qui sort, et dans le site à terre, heure par heure, qu'est-ce qui arrive. Donc cet outil, on va le mettre à disposition sous la forme d'un software as a service, c'est-à-dire donc il va être accessible via une interface sur une page web. Donc la volonté, c'est d'avoir quelque chose qui soit vraiment simple d'utilisation. Il y a besoin juste d'un navigateur pour pouvoir l'utiliser. Les calculs tournent chez France Énergie Marine. Et puis, donc une fois que ça veut dire un système de licence, une fois que la personne a une licence, elle peut utiliser l'outil autant qu'elle le souhaite. Et cet outil, du coup, il sera mis à disposition sur la fin d'année 2026. Là, on finalise les derniers tests. Je pense que je dois arriver un petit peu au bout de mon temps et on arrive à la conclusion. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu 5 années de développement derrière cet outil. On a voulu le rendre facile et accessible. Il est applicable à n'importe quel site dans le monde du moment qu'on a une série temporelle de vent, en grosso modo. Et France Énergie Marine peut aussi accompagner dans l'utilisation de l'outil par toute une série de services.
Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à moi, vous pouvez écrire à Nicolas Michelet, le développeur, vous pouvez écrire à Lena Melaza, qui est la manager du projet, et puis vous pouvez écrire à commercial@franceenergiemarine.org. Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'outil, on a fait un webinaire mardi dernier où il y a une démonstration que vous pouvez voir sur ce lien YouTube. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir. Marie, merci pour cette présentation, c'est très clair. N'hésite pas, si tu le souhaites, à partager effectivement le lien du webinaire de mardi qui présente l'outil et tous les calculs possibles. C'était très, très complet, très clair. Donc, je pense que toutes les personnes qui s'intéressent au sujet n'hésiteront pas à regarder de plus près ce qu'il est possible de faire avec ce nouvel outil de modélisation qui ouvre des perspectives très intéressante pour la production d'hydrogène en mer. Bravo pour ce beau travail. Merci. Je me permets de donner la parole à GCK, mais néanmoins, s'il y a des personnes qui ont des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et puis on essaiera de se réserver un petit temps de questions-réponses à l'issue des 3 interventions. Donc Jean-Luc Papon, chargé de développement pour GCK Mobility. Je vous laisse la parole pour que vous puissiez nous présenter les solutions de décarbonation de cet hydrogène qui on l'espère, sera disponible, peut-être issu de l'offshore, mais en tout cas, de toute façon, on en a déjà aujourd'hui sur Terre, en Bretagne ou ailleurs. Donc, que peut-on faire? Quelles solutions de mobilité avons-nous à notre disposition? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et tous et merci pour l'invitation à ce H2 Breakfast, voilà, pour pouvoir présenter un petit peu les solutions que nous proposons, en tout cas chez GCK Mobility. Donc, comme l'indique un petit peu le titre de la présentation, nous, on est spécialiste du rétrofit pour la décarbonation des véhicules lourds. Alors, pourquoi on s'est essentiellement focalisé sur les véhicules lourds? C'est parce qu'un véhicule aujourd'hui lourd a beaucoup plus d'impact en termes économiques, c'est-à-dire que sa valeur résiduelle au bout d'un certain nombre d'années est beaucoup plus importante, ce qui fait que c'est intéressant de pouvoir le rétrofiter et transformer en énergie, notamment hydrogène ou électrique. Mais ici, on parle plutôt d'hydrogène et c'est ce qu'on propose nous. Ouais, juste pour information, GCK Mobility, nous, on fait partie d'un groupe. C'est un groupe 100% français. Donc, aujourd'hui, c'est un groupe qui a fait l'année dernière environ 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un groupe relativement récent parce qu'on est né en 2020 et on verra après pourquoi en 2020. Aujourd'hui, ça représente 7 sociétés sur 6 sites différents et environ 250 employés en France. Vous voyez que sur la carte à droite, que les sociétés sont essentiellement centrées sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, du côté de Clermont-Ferrand. Et ces sociétés sont toutes dédiées de près ou de loin à la décarbonation des véhicules. On va retrouver des sociétés qui font de la batterie électrique, parce qu'on n'a pas que cette compétence en hydrogène. Et puis de toute façon, dans les solutions d'hydrogène qu'on utilise, on a toujours une partie pile électrique. Donc on a une société qui s'occupe de fabriquer des batteries électriques. On a une société qui s'occupe de fabriquer des éléments électroniques pour faire des pilotages de ces piles électriques et de ces piles à combustible. Et on a une société aussi voilà, qui s'occupe de faire, et vous l'avez abordé au tout début de la présentation, un moteur à combustion à hydrogène. Voilà, on a aussi une expérimentation sur ça. On reviendra plus tard dans la présentation. Je vous montrerai un petit peu où c'est qu'on en est sur ce projet-là. Ensuite, là, je vais parler plus précisément de GCK Mobility. Donc, nous, on est vraiment l'entité du groupe qui s'occupe de faire du rétrofit sur le véhicule lourd. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez GCK Mobility? Eh ben, on va faire toute la phase de la préétude jusqu'à l'industrialisation de ces kits de rétrofit pour les véhicules lourds, que ce soit des autocars ou des camions. Avec 3 types de prestations. Qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui à nos clients? C'est soit le rétrofit de leur propre véhicule qu'ils ont dans leur flotte. Donc le véhicule correspond à ce qu'on sait faire et ce qu'on a homologué. Donc on récupère leur véhicule et on leur rétrofit leur véhicule avec un changement de carte grise et on leur restitue. Ça, c'est le premier type de prestation qu'on est capable de faire. Le deuxième type de prestation, c'est la vente d'un véhicule rétrofité complet.
On a le cas, par exemple, on le verra aussi dans la suite de la présentation, la région Auvergne-Rhône-Alpes nous a commandé aujourd'hui 50 véhicules, mais ils n'avaient pas de flotte de véhicules d'autocars, donc ils ont souhaité nous confier l'acquisition d'un véhicule complet. Donc nous, on va sur le marché de l'occasion, on achète un véhicule d'occasion, on le rétrofit et on vend un véhicule complet rétrofité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait faire aussi. Et ensuite, on a un troisième type de prestation, mais qui est beaucoup plus du niveau de l'étude. On est capable d'accompagner un client sur une homologation complète. Donc là, ça va nécessiter soit des volumes, soit des investissements plus importants parce qu'on va partir d'une feuille blanche. Mais par contre, on est capable de faire ce qu'on a déjà fait nous avec nos véhicules, c'est-à-dire un véhicule qui n'est pas encore homologué chez nous. On est capable de mener toute la phase de préétude, d'étude, d'homologation, de pré-série, de prototypage, jusqu'à la mise en série du véhicule. Voilà. Donc aujourd'hui, GCK Mobility, rapidement, voilà, on est situé juste à côté de Clermont-Ferrand, 3500 m² d'ateliers qui sont dédiés au rétrofit des véhicules lourds, donc autocars et camions, je l'ai déjà dit. Une soixantaine de personnes qui travaillent, que ce soit entre les bureaux d'études, l'atelier, etc. Et aujourd'hui, on a une capacité théorique, parce qu'on n'est pas encore à ce niveau de production, et nous espérons y arriver un jour. On a une capacité entre 100 et 150 véhicules par an rétrofités sur ce site-là, en tout cas proche de Clermont-Ferrand. Juste une petite notion, qu'est-ce que le rétrofit? Et c'est ce pourquoi je parlais de 2020, mais depuis le 4 avril, 2020, il est autorisé de transformer un véhicule thermique, dans le but de réduire ses émissions, de gaz à effet de serre et de polluants, et c'est ce qu'on appelle le rétrofit. Donc il nous est autorisé d'enlever toute la motorisation d'origine, thermique du véhicule et de la remplacer soit par un système, électrique, soit par un système électrique hydrogène. Et c'est sur cette solution, en tout cas nous, qu'on est parti, dans un premier temps, c'est cette solution pile à combustible. Les avantages du rétrofit, bien sûr, c'est le zéro émission de CO2, parce que toutes les solutions qu'on est susceptible de proposer, c'est dans le but de faire, zéro émission de CO2. C'est aussi une transformation rapide de la flotte parce que, aujourd'hui ces véhicules, même s'il existe, quelques véhicules, sur le marché du neuf, ben, c'est très compliqué, en termes de livraison, de temps de livraison, de se procurer ce genre de véhicule. C'est aussi une contribution à l'économie circulaire, réutiliser des véhicules qui sont déjà en circulation, des véhicules d'occasion, bah, ça nous permet de continuer à utiliser ces véhicules, leur donner une seconde vie. Donc et puis de faire appel aussi, nous ce qu'on essaye de faire le maximum chez GCK Mobility, c'est de faire appel à des fournisseurs, français, voire européens au maximum pour, aussi, contribuer à l'économie circulaire, voilà, faire fonctionner, l'économie. Et ensuite, le dernier point qui est peut-être le plus intéressant quand même, c'est la partie économique. Voilà, le fait de récupérer un véhicule d'occasion, de le rétrofiter, même s'il a une valeur résiduelle, importante, c'est quand même économiquement plus intéressant qu'un véhicule neuf. Alors je parle toujours une comparaison avec un véhicule neuf, sur la même technologie, hein. L'histoire n'est pas de se comparer à un véhicule diesel, par exemple. Heu, voilà, c'est vraiment de se comparer à un véhicule avec la même technologie. Donc là, on arrive à des économies pouvant aller, jusqu'à 50 d'économie par rapport à un véhicule neuf. Rapidement, les produits qui sont déjà homologués, chez nous, je vous parlais que, ben, chaque produit qu'on rétrofit, on a besoin, nous, de repasser une homologation. Donc aujourd'hui, on a une gamme, dans les autocars. Donc le modèle, sur lequel on a souhaité, passer l'homologation, c'est l'Iveco Crossway. Alors pourquoi l'Iveco Crossway? Sur les autocars parce que, bah, aujourd'hui en Europe, c'est 70 pratiquement du marché, de l'autocar. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur ce modèle-là. Alors 2 modèles qu'on est capable de proposer en termes de rétrofit sur cet autocar, le NF80 et NF150. Donc le 80 et le 150 correspond finalement à la puissance de la pile à combustible qu'on intègre nous dans le véhicule. Donc on va avoir 80 kilowatts pour le premier véhicule et puis 150 kilowatts sur le deuxième véhicule. En termes de piles à combustible, nous, on fait appel à 2 constructeurs, principaux. On a un constructeur, étranger, mais qui a quand même beaucoup, beaucoup d'expérience dans la pile à combustible qui s'appelle Toyota. Et on est parti avec Toyota parce qu'on a participé, on a livré des véhicules pour les Jeux olympiques 2024 dont Toyota était, partenaire. Donc, ils nous avaient demandé de fournir des véhicules avec des piles à combustible Toyota.
Ça a été pour nous un accélérateur parce que, on a compris beaucoup de choses avec cette pile à combustible qui est quand même la plus évoluée aujourd'hui, au niveau mondial. Donc ça, c'est, voilà, on a gardé ce produit, donc le NF80 en pile Toyota et ensuite on travaille aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, en vue de contribuer à l'économie circulaire avec, les piles à combustible Symbio, qui sont aussi, basées en Auvergne-Rhône-Alpes, et c'est pour ça qu'on a 2 autres produits proposés avec des piles Symbio. Donc le NF150, c'est 2 piles Symbio, donc on couple, on associe 2 piles Symbio de 75 kilowatts pour faire 150 kilowatts et ensuite on a la version, LE 75, donc là avec une seule pile Symbio 75 kilowatts. Alors juste pour faire, rapide, mais, la puissance de la pile nous permet, de caler l'usage, enfin de caler la puissance en fonction de l'usage final du véhicule. Des piles, 80 ou 75 kilowatts vont permettre au véhicule de faire de l'urbain, du périurbain, tandis que des piles, 150 kilowatts, elles vont nous permettre, de faire un petit peu d'autoroute, d'avoir des sollicitations en termes de puissance un peu plus importantes, voilà et de faire, de l'interurbain. C'est notamment ce qu'on fait avec, la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a aussi, depuis peu l'homologation pour, les camions, avec 2 typologies de camions, bien précises là sur les premières, livraisons. C'est, des bennes ordures ménagères et des ampli-rolls ou ce qu'on appelle aussi, polybennes. Donc là, l'homologation concerne, le châssis. On est parti sur un châssis Renault D-Wide 26 tonnes. Voilà pour cette, homologation. Voilà, on va retrouver ces véhicules bientôt. On a les premiers véhicules qui sont en livraison, pour la communauté, urbaine de Dunkerque, voilà, qui sont en cours de livraison et de premiers essais. Heu, voilà, donc rétrofittés aussi en pile à combustible hydrogène. Donc vous voyez rapidement sur la partie technique en bas, sur les schémas que le principe est le même, qu'on soit sur un autocar ou un camion. On vient nous, retirer toute la partie, thermique du véhicule, donc le moteur, les échappements, enfin toute la boîte de vitesse, enfin tout ce qui a trait, au thermique pour remplacer ça par, des réservoirs d'hydrogène, 1 ou plusieurs piles à combustible, le moteur électrique, une batterie électrique et aussi un système de quand, il y a nécessité, un système de management de la partie thermique, c'est-à-dire de refroidissement ou de réchauffage des éléments en fonction des conditions climatiques. Donc, que ça soit sur l'autocar ou le camion, voilà, c'est les mêmes composants, sauf qu'ils ne sont pas positionnés, exactement au même endroit, voilà, parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même morphologie. Les réalisations, donc j'ai déjà parlé un petit peu des jeux olympiques, 2024. Donc on avait livré, 10 véhicules pour les jeux olympiques qui ont tourné en permanence pendant plus de 2 mois, donc sur la région parisienne pour emmener les VIP, Toyota notamment entre, l'aéroport de Roissy et puis le circuit de Dreux où il y avait des démonstrations, hydrogène et cetera. On a aussi, livré des véhicules, plus, orientés, usage, transport urbain, standard, comme on peut l'entendre, voilà dans les Intercités et cetera. Donc là, c'est avec Transdev sur la métropole de Marseille. On a aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une grosse commande de la région Aura, qui soutient, aussi, l'hydrogène très fortement, qui nous a commandé 50 véhicules, pour, des liaisons, notamment interurbaines et on travaille aussi, avec, la société mixte des transports de Clermont et l'entreprise Keolis qui est, titulaire pour les DSP, d'usage en tout cas des autocars sur la ville de Clermont pour livrer des véhicules et pour utiliser des véhicules, sur la métropole de Clermont. On a aussi d'autres clients, voilà, on pourra, revenir si vous avez des questions, bien évidemment sur, les autres clients, qu'on a aussi dans notre enfin qui nous accompagnent et qui nous font confiance aujourd'hui. Et je vais m'intéresser maintenant à 2 retours d'expérience les plus, marquants en tout cas ou les plus concrets pour nous, c'est, les autocars pour la région Aura parce que ça représente quand même, une cinquantaine d'autocars et aujourd'hui, en France, c'est quand même, pas anodin d'avoir une commande aussi importante, en tout cas d'une région, pour, la mobilité, hydrogène. Donc là, on est sur des Iveco Crossway, NF, donc normal floor. Alors j'ai pas expliqué la distinction entre le NF et le LE, mais le NF, c'est le normal floor, c'est celui qui a des soutes en fait, alors que le LE, il a pas de soute, il a un plancher bas. Donc on a des usages un petit peu différents. Mais ce type de véhicule NF nous permet,
d'avoir des autonomies allant de 300 jusqu'à 500 km, voilà, en hydrogène, pile à combustible. Donc, qu'est-ce qu'on a fait comme type de prestation sur ce projet-là? Bah, là, on a fourni, les véhicules d'occasion, rétrofités. Donc on a fourni un package complet, à la région, de véhicules parce qu'ils n'avaient pas de flotte. On a fourni aussi toute la partie, maintenance. Donc on s'occupe aussi de la maintenance et du service, après-vente, de l'ensemble des véhicules. Donc que ça soit directement en propre sur des interventions bien spécifiques ou avec des partenaires pour des maintenances de premier niveau ou de deuxième niveau. L'avancement aujourd'hui, on a livré, un peu plus de 16 véhicules, à l'heure où je vous parle. Donc on était sur 3 tranches, donc 16 véhicules, donc qui sont déjà livrés et en exploitation. On est en train de livrer les 16, véhicules, de la deuxième tranche et on aura 18 véhicules pour finir les 50 véhicules qui seront livrés normalement, début 2027. L'exploitation aujourd'hui, c'est 3 exploitants, donc il y a 2 régies, pour exploiter ces véhicules, donc ils sont fournis par la région. Et il y a 4 lignes qui sont, exploitées, donc avec des exigences un petit peu, différentes, les unes par rapport aux autres. On a vraiment des lignes un peu plus urbaines ou périurbaines et on a vraiment des lignes qui font de l'intercité. Donc on a des Lyon-Grenoble, Lyon-Annonay ou des choses comme ça, qui vont utiliser un peu plus de puissance. Donc ça met aussi à l'épreuve nos véhicules parce que là, on est vraiment sur de l'exploitation, pure et dure. Donc aujourd'hui, c'est plus de 120 000 kilomètres déjà parcourus, environ 9 tonnes d'hydrogène consommées, rien qu'avec ces premiers 16 véhicules. Et on est sur une phase, vous voyez un petit peu sur le graphique qu'il y a à droite, sur une phase vraiment de ramp-up, d'exploitation et d'utilisation d'hydrogène. Et on devrait, normalement, ces véhicules sont censés faire environ 60 000 kilomètres par an par véhicule. Donc, vous voyez bien ce que ça peut représenter en termes de consommation d'hydrogène. On est aussi, sur la région en partenariat avec, la société Impulsion, qui est, un partenariat entre Engie et la région Auvergne-Rhône-Alpes pour déployer des stations. On parle souvent de l'usage, ou de la production, là on a parlé juste avant de la production d'hydrogène, mais il y a aussi la partie distribution qui est très importante parce que si on n'a pas de distribution, c'est très compliqué de créer un maillage, pour les usages. Donc là, on a vraiment un maillage, qui est en train de se faire sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on a déjà 12 stations et bientôt à terme, une quinzaine de stations qui seront en exploitation, voilà pour la partie, hydrogène. Un autre projet, très représentatif en tout cas du retour d'expérience, c'est vraiment les autocars, qui sont juste à côté de chez nous. Donc, le partenariat qu'on a aujourd'hui avec Keolis et la société mixte de transport de Clermont-Ferrand. Donc là, c'est 7 autocars rétrofités, en H2, sur un modèle un peu différent, qui est le LE75. Le LE75, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un plancher bas, low entry. Donc lui, il a pas de soute, donc son autonomie est jusqu'à 300 kilomètres, voilà, et il est plutôt dédié, parce qu'il a une puissance, relativement limitée de 75 kilowatts, plutôt dédié à faire de l'urbain, voire du périurbain, ou de l'intercité vraiment vraiment proche. Donc ça, c'est vraiment sa vocation. Qu'est-ce qu'on a fait comme prestation? Ici, il y avait Keolis disposait déjà des véhicules, voilà, dans ses flottes. Donc ils nous ont confié leurs véhicules qu'on a, uniquement rétrofités et restitués. Et donc ça, c'est toute la partie, rétrofit et on s'occupe aussi de la maintenance et du service après-vente. Donc on a un partenariat avec eux. Ils ont aussi, un atelier qui est Atex et qui est, dédié et adapté à pouvoir faire des interventions sur les véhicules hydrogène. Donc tout ça, voilà, c'est vraiment un partenariat avec Keolis pour l'exploitation de ces véhicules-là. Aujourd'hui, tous les véhicules sont livrés, exploités, donc c'est 7 autocars rétrofités qui sont GCK. Mais il y a aussi, 8 autobus, qu'ils ont souhaité acheter en neuf, heu, voilà et qui sont des autobus, purement, urbains, qui ont été aussi achetés dans le cadre de cette expérimentation-là. Aujourd'hui, en termes d'exploitation, c'est 2 lignes en zone urbaine et périurbaine, donc on sort un petit peu de Clermont-Ferrand, on va sur des lignes, un petit peu avec des villes, limitrophes. Aujourd'hui, c'est plus de 105 000 kilomètres parcourus, donc là, on est vraiment sur, de l'urbain, donc ça commence à représenter pas mal de roulage et c'est environ 8 tonnes d'hydrogène, déjà consommées, en tout cas sur cette affaire-là. Et rapidement, un dernier mot sur, j'en ai parlé au tout début, mais sur le moteur à combustion hydrogène. Donc on a une société, une entité du groupe GCK qui s'appelle Solution F et qui a développé, toujours en partenariat avec Keolis, qui nous a fourni un véhicule. Donc on a retiré le moteur thermique qu'on est venu modifier, pour qu'il fonctionne,
non pas avec du diesel, mais avec de l'hydrogène. Donc ça, c'est notre société sœur Solution F qui a fait le développement et qui a fait les premiers essais sur banc chez eux directement pour que valider le fonctionnement. Et aujourd'hui, on en est au stade où on est en train de finaliser, nous, le montage sur l'autocar en réel de ce moteur, de toute la partie hydrogène, donc réservoir d'hydrogène, etc., qui vont venir alimenter le moteur à combustion. Et les premiers essais dynamiques sont prévus sur le circuit de Charade, qui est un circuit qui nous appartient, qui est à côté de Clermont-Ferrand. Donc voilà, parce que là, on sera hors homologation. On n'a pas encore prévu d'homologation. Mais en tout cas, si ça peut intéresser des clients ou des régions ou des choses comme ça, à nous accompagner en tout cas sur ce type de projet, sachez que nous, on a en tout cas un proto qui va bientôt fonctionner avec un moteur à combustion hydrogène, voilà, pour faire des premiers essais et des premières validations de fonctionnement sur cette partie motorisation et combustion hydrogène. Je vous remercie de votre attention et puis évidemment je reste voilà, attentif à toutes vos questions. Si je peux y répondre, il n'y a pas de souci. Vous avez mes coordonnées si vous voulez aussi me contacter directement en privé. Je me ferai un plaisir de vous envoyer toutes les documentations et de répondre à toutes vos questions. Merci à vous. Merci beaucoup Jean-Luc pour cette présentation complète. Alors, on arrive à la fin des interventions des trois intervenants de ce matin. On va avoir le temps de prendre quelques questions et je vois qu'il y en a déjà dans le chat. Donc, je remonte un petit peu le fil. Déjà, il y avait donc, Marie nous a bien partagé, donc plutôt Antoine pour Marie, l'outil de modélisation. Donc, n'hésitez pas, en tout cas la présentation vers le webinaire, n'hésitez pas à aller voir. Monsieur Dilly nous précisait que donc, les 10 autocars que vous avez présentés, Jean-Luc, 10 autocars rétrofités par GCK pour les JO sont disponibles à la location. Marc nous posait une question du coût de rétrofit par rapport au neuf. Il me semble que tu as indiqué 50%, mais tu peux peut-être apporter d'autres éléments. Alors, Voilà. c'est jusqu'à 50% aujourd'hui. On n'est pas sur. Ça dépend le modèle, ça dépend avec quoi on compare, mais on est jusqu'à 50% moins cher. Aujourd'hui, ce qu'il faut. Voilà, on va comparer quelque chose qui est comparable et dont on a les derniers prix aujourd'hui. Par exemple, si on prend une benne à ordures ménagères neuve, hydrogène, pile à combustible, aujourd'hui, c'est environ, on va dire, 800, 900 000, voire 1 million d'euros en fonction des options. Sur le coût d'un rétrofit, on est entre 350 et 400 000 euros aussi en fonction des options. Auquel il faut ajouter la valeur résiduelle du véhicule, mais sur ce type de véhicule, on est environ à 50 000 euros sur une benne à ordures d'occasion. Donc on reste voilà, aux alentours de 40-50% moins cher qu'un véhicule neuf. Voilà. Ça, c'est pour donner à peu près une fourchette de prix et des ordres, des estimations. Très bien. Je vois que Marc s'interrogeait aussi par rapport au coût d'exploitation, coût TCO. Est-ce que... Alors en coût TCO aujourd'hui, alors là, on est dans une période plutôt favorable pour l'hydrogène parce qu'on sait que le gasoil a beaucoup augmenté, il est en train de redescendre, donc ça sera beaucoup moins intéressant. Et puis les coûts TCO, donc on est de l'ordre de 20-25% plus cher en TCO global si on prend tout compris par rapport à un véhicule diesel. Donc c'est quand même un petit peu plus cher que le diesel, mais bon, ça c'est voilà, c'est le lot de l'hydrogène aujourd'hui, hein, et on attend la massification avec impatience. Mais voilà, on est environ à 25% plus cher qu'un véhicule diesel aujourd'hui. Et si on se compare à l'électrique, on réduit un petit peu ce delta parce que ce qu'il faut considérer dans le TCO quand on se compare avec l'électrique, c'est que l'électrique nécessite l'infrastructure qu'il faut aussi ajouter dans le prix du véhicule. Il n'y a pas uniquement le véhicule, mais il faut s'équiper d'une infrastructure pour pouvoir faire la recharge, ce qui n'est pas le cas en hydrogène finalement, où l'utilisation se fait un petit peu sur les mêmes standards que pour le diesel, c'est-à-dire qu'on va à une station qui est gérée par un tiers, donc on n'a pas à s'occuper finalement de l'infrastructure d'avitaillement. Voilà. Donc en termes de TCO, voilà un petit peu les ordres de grandeur. Mais voilà, si vous voulez plus de précision, voilà, après on peut paramétrer. On a un outil de calcul de TCO qui est assez précis et on peut calculer tout ça. C'est aussi fonction du nombre de kilomètres, du prix de l'hydrogène dans votre secteur, parce qu'on sait qu'il y a des disparités en fonction des secteurs sur les prix de l'hydrogène, en fonction des distributeurs. Donc on peut affiner tout ça et vous donner des informations plus précises.
Et ça peut être aussi l'occasion d'en discuter le 9 juillet prochain. Oui, tout à fait, Rennes. parce qu'on sera présent tout à fait le 9 juillet prochain pour présenter, pour représenter un petit peu ce qu'on fait chez GCK Mobility, le rétrofit et le rétex qu'on a. Et du coup, moi j'avais juste une petite question. Ah non, il y en a une autre là. C'est quelle marque d'intérêt vous viennent concernant les moteurs à combustion interne? Question de Thierry Loïc Niclou. Alors, les marques d'intérêt qu'on a aujourd'hui concernant le moteur à combustion interne sont principalement économiques. On se rend bien compte que de faire des modifications directement sur un moteur et de le remettre dans le véhicule, on sera bien moins cher que de changer complètement la partie thermique par une pile à combustible, plus des batteries électriques, etc. Enfin, ce qu'on fait en tout cas sur la partie version pile à combustible. Donc, c'est aujourd'hui, les marqueurs d'intérêt sont plus orientés vers le coût final de la solution. Ensuite, ce qu'il faut aussi mettre dans la balance, c'est que les consommations d'un moteur ICE sont aussi différentes de ce qu'on peut avoir sur une pile à combustible. Donc, ils vont être beaucoup plus importants sur un moteur ICE par rapport à une pile à combustible. Donc, on parlait tout à l'heure de TCO, mais on peut aussi avoir cette comparaison entre une solution rétrofit moteur ICE et une solution rétrofit pile à combustible. Et en fonction des usages, eh ben, on voit que c'est pas, on n'est pas tout à fait corrélées entre les 2 solutions. Elles se valent pas. C'est-à-dire si on fait beaucoup plus de kilomètres, vaut mieux aller sur une pile à combustible, si on a de l'intensité d'usage plus la pile à combustible. Par contre, si on a des sollicitations, à un instant donné plus importantes, si on a, des tournées moins importantes, on va s'orienter peut-être beaucoup plus vers le ICE. Alors après, ce qu'il faut savoir sur le ICE, c'est qu'aujourd'hui, on voit des solutions au niveau français, européen apparaître sur la motorisation ICE, mais il n'y a rien qui est vraiment encore au point. On est vraiment au stade de prototype. On est bien moins avancé qu'on l'est sur la pile à combustible. Donc nous, on attend de voir voilà, cette évolution. On va faire fonctionner ce premier prototype, voir comment ça se comporte, comment ça vieillit, comment on peut l'exploiter au mieux. Mais on est beaucoup moins avancé quand même que la pile à combustible. Donc ça sera peut-être une solution à l'avenir, mais voilà. Et une autre différence qu'on peut aussi noter avec le ICE, c'est que par exemple, si on prend un autocar où nous, on peut mettre dans le compartiment moteur des bonbonnes d'hydrogène, et ben, sur le ICE, on ne peut pas parce on a toujours ce moteur d'origine. Il faut quand même mettre des bonbonnes d'hydrogène pour pouvoir alimenter le véhicule. On sait que l'hydrogène prend de la place, même s'il est comprimé comme chez nous à 700 bars, ça prend relativement beaucoup de place. Donc, on a aussi cette contrainte-là de positionnement des bonbonnes, donc ce qui nous pénalise potentiellement les soutes à bagages ou peut-être mettre des éléments en toiture, etc. Mais voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que le ICE, voilà, il y a des avantages, des inconvénients sur le ICE comme il y a sur la pile à combustible et il faut vraiment s'adapter, comme je le disais au début, sur analyse de l'usage, ce que veulent en faire réellement les clients pour pouvoir orienter vers la bonne solution. Et une dernière question, donc la durée du plein de la consommation pour vos modèles là, Alors, là, je vais parler de la pile à combustible. Donc, on peut avoir entre 22 kg et 38 kg d'hydrogène sur un autocar. Et c'est environ une quinzaine de minutes pour faire le plein. Voilà, entre 15 et 20 minutes en fonction de la capacité embarquée. Et ensuite, sur les consommations, donc au niveau de la pile à combustible hydrogène, on est environ une consommation de 7 kg au 100. Voilà. On va se aller entre 6,5 kg dans les cas les plus favorables, jusqu'à 8 kg dans les cas les plus défavorables, où on est vraiment en situation en montagne ou uniquement sur des axes routiers à grande vitesse, par exemple, ou des choses comme ça. Donc c'est entre 6,5 et 8 kg d'hydrogène à peu près sur la pile à combustible. Et vous avez les chiffres sur le moteur à combustion interne? Alors le ICE, pour l'instant, on a quelques chiffres, mais sur banc, donc c'est pas encore très représentatif, mais on estime entre 10 et 12 kg au 100 km de consommation d'hydrogène. Donc on est quand même un peu plus important que sur la pile à combustible. D'accord. Mais ça reste, voilà, on est aujourd'hui sur la phase proto et ça reste à être validé. Oui, OK. C'est noté. Écoutez, on va devoir merci en tout cas pour tous ces échanges. On va devoir avancer un petit peu dans notre présentation. Ce que je peux vous dire, c'est n'hésitez pas à reprendre contact avec les intervenants.
Voilà, leurs coordonnées vont être partagées dans le chat. Merci bien sûr à tous. Je vous partage quelques dates clés pour qu'on puisse se retrouver. Concernant l'agenda, bien sûr, lundi, il y a l'Assemblée générale de France Hydrogène, le 23 et 24 juin, Meet for Hydrogène à Bordeaux. On sera également le 23 juin au Mix & Tour à Saint-Malo. Le 24, je vous évoquais tout à l'heure la journée régionale du GT Recherche à Brest. Le 9 juillet pour parler mobilité hydrogène dans le cadre de la rencontre semestrielle hydrogène. Et donc, notre prochain Âge de Breakfast se tiendra en septembre, le 18, après la pause estivale. Donc, écoutez, il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne journée. Au plaisir de poursuivre les échanges en ligne ou lors des événements. Et puis, à très bientôt, dès la semaine prochaine, pour les événements filières. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.